Donc, nous attaquons la troisième conférence. Ah là voilà. Sur les planètes extrasolaires et donc essayer de se projeter dans l'avenir. Alors, la question qu'on me pose aujourd'hui, c'est à quand la découverte de nouvelles terres? Et peut-être comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire. Alors chaque fois, je me fais toujours un plaisir infini en faisant pleuvoir des planètes. Et la question, mais où sont-ils? Je la poserai à la fin de cette présentation. Donc nous sommes à la Villette et le 19 octobre 2006. Alors comme j'ai été très très bien reçu à la Villette, mais j'ai pas vu sur le présentoir là-bas mon livre, donc je le présente moi-même. Donc il y a le livre Il pleut des planètes, que vous devriez vous arracher après avoir entendu ces 3 conférences. Et une version un peu réduite des parties les plus excitantes qui sont sommes-nous seuls, reliées à la question sommes-nous seuls dans l'univers, et dans lequel je raconte entre autres que j'ai moi-même personnellement envoyé un message aux extraterrestres, et comme je me suis longtemps posé la question quel message peut-on envoyer aux extraterrestres, j'ai fini par trouver qu'un seul message qui sera de toute façon incompréhensible, et j'ai écrit « T'as le bonjour d'Alfred ». Mais c'est un vrai message qui a été vraiment mis dans l'espace, dans un satellite qui est parti. Alors, le plan de l'exposé, comme ça vous pouvez vous raccrocher à des choses un peu solides. Donc je fais chaque fois des petits rappels des exposés précédents. Ici je vais en profiter comme j'ai un peu de temps pour vous donner des nouvelles, des anciennes et des dernières nouvelles de ce qui se passe dans l'univers, histoire de ne pas tout rater. Puis on va parler des différents projets qui vont essayer d'aller chercher des terres ailleurs dans l'univers. Et je vais finir justement par cette question, à quand la découverte de nouvelles terres, c'est-à-dire dans combien de temps et combien loin dans l'avenir va-t-il falloir se projeter? Et de cette question va émerger d'une manière complètement naturelle la question « mais où sont-ils ?» qui est une question célèbre qui avait été posée par Enrico Fermi il y a une 50aine d'années. Alors, vous vous rappelez qu'à la première conférence, je vous avais montré des tournesols et je vous avais posé une énigme en vous demandant d'essayer de trouver l'explication. Je ne sais pas, peut-être personne n'était à la première conférence? Non, personne. À la deuxième, je vous ai remontré cette photo en vous disant que je ne vous donnerai pas la réponse, et je vous ai dit peut-être que à la troisième conférence je vous la donnerai. En fait, je ne vais pas vous la donner non plus. Donc vous ne connaîtrez pas la réponse. Alors nous sommes toujours sur la planète Terre, où il fait bon se distraire, s'amuser, il y a de l'eau, il y a des dauphins, c'est formidable. Et pour rappeler les échelles de dimension qui sont incontournables, alors évidemment si vous étiez là à toutes les conférences, vous commencez à en avoir marre, mais ça fait rien, il y a sûrement un ou deux nouveaux. Et donc si je ramène le soleil à la taille d'une orange, alors la bouteille ici n'a rien à voir avec le schéma, vous vous rappelez que la Terre et la Lune sont 2 têtes d'épingle et que je suis obligé d'aller à l'autre bout de l'estrade. Là on ne me voit plus parce que je suis dans l'ombre, alors voilà, on va rester là, voilà. Voici la Terre et la Lune, et vous êtes quelque part ici sur le côté de la Terre, en train d'assister à une conférence à la Cité des Sciences. Et vous voyez, la Lune tourne autour de vous, comme ça, en un mois, et l'ensemble tourne autour de l'orange en une année. Donc c'est simplement pour donner la vraie échelle du système solaire. Vous voyez là actuellement sur une tête d'épingle, en train de contempler l'univers, enfin un peu au-dessus de vous et autour de vous. Ça c'est la taille du système solaire, avec quelques têtes d'épingle et, comme je vous l'avais dit, 1 ou 2 petites billes plus loin au loin, jusqu'à une centaine de mètres. Vraiment à cette échelle, on est capable maintenant de réaliser à quel point les étoiles sont lointaines, parce qu'à la même échelle, la prochaine orange est donc à 1300 km d'ici, et à peut-être, ou peut-être pas, mais quelques épingles autour d'elle, et quelques billes.
Et c'est ça les autres planètes qu'on essaye de trouver. Juste, je vais profiter de cette orange 2 minutes pour vous donner une autre vision. Parce que quand on transpose, on comprend des choses qui sont tout à fait ahurissantes. Si au lieu de faire de cette orange un soleil, je vais dire la Terre est cette orange. Alors certains diront même la Terre est une orange bleue. C'est vrai, mais j'essaye d'imaginer que je vais mettre sur cette orange tous les océans de la Terre. Bien, pour le faire, il faut que je prenne une goutte d'eau. Juste une petite goutte d'eau que je l'étale sur l'orange. Et je l'étale comme ça. Et ça, c'est toute l'eau de la Terre, des océans de la Terre. C'est une goutte d'eau à l'échelle de cette orange. Vous voyez combien c'est peu de choses, la partie océan et atmosphère autour d'une planète. Donc, on revient à un autre exposé. Et donc, en premier, je vais vous commencer par vous donner ces anciennes et dernières nouvelles avant de réattaquer les planètes. Je le fais pourquoi? Parce que il y a vraiment des choses extraordinaires dans l'univers. Et entre autres, là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est drôle parce que le système d'écriture, vous arrivez à lire, non, hein? C'est drôle, hein? Pourtant, je l'ai écrit tout à fait normalement. Explosion de supernovae dans le lointain, dans de lointaines galaxies. Derrière le grand nuage de Magellan, observation des ROS, c'est une collaboration entre le CEA, le LAL et l'IAP. C'est parce que moi je fais partie de l'IAP, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et alors, on se rend compte, grâce à il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait ces observations, on trouve qu'il y a une supernova qui explose tous les 30 ans par galaxie. Et en fait, dans l'univers, actuellement, on regarde tellement le ciel avec tellement de soin qu'on découvre 500 nouvelles supernovas chaque année. Alors pour vous montrer ce que c'est qu'une supernova, voilà, nous on en a trouvé 2 dans des galaxies qui étaient derrière le nuage de Magellan. En voyant à travers le nuage de Magellan, vous voyez, on a vu des supernovas. Alors regardez, dans celle de gauche, je vais la faire exploser. Alors vous voyez, la galaxie, c'est le petit truc allongé, là. Et si je la fais démarrer, vous allez voir l'explosion de la supernova. Tac, vous l'avez vu? Non? Bon, alors on va faire exploser dans l'autre galaxie. Voilà, l'autre galaxie, regardez bien, je vais la faire exploser. Attention, paf, là vous l'avez vu. Et vous voyez, une supernova, c'est une simple étoile dans une galaxie qui se met à devenir aussi brillante que toute la galaxie pendant quelques mois. C'est vraiment un phénomène d'une puissance ahurissante. Alors, c'est des choses que l'on voit quand on scrute le ciel avec des instruments qui n'arrêtent pas de faire des images et qui accumulent les images. Alors du coup, on découvre des choses qu'en général, on ne voit pas du tout, parce qu'il faut regarder au bon endroit, au bon moment. Et dans le cas de la supernova 1987, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est qui a explosé dans le nuage de Magellan, donc très très proche de notre galaxie, c'était un objet qu'on voyait même à l'œil nu, tellement c'était brillant. On a pu découvrir une chose tout à fait nouvelle et inattendue, c'est que quand une lumière très intense se produit à un endroit de façon brève, cette lumière va se propager, d'abord va venir jusqu'à nous. Vous voyez, la supernova dans le nuage de Magellan explose là, puis là, il y a indiqué 160 000 années-lumière, donc elle va mettre 160 000 ans à atteindre la Terre. Mais cette explosion de lumière envoie de la lumière dans toutes les directions, et là, si j'ai des poussières quelque part, ça va finalement atteindre ces poussières qui vont devenir très brillantes grâce à ce flash de lumière, et cette lumière va repartir dans toutes les directions, entre autres vers la Terre. Mais comme le chemin est plus long, ça va arriver plus tard dans le temps. Alors des années après l'explosion de la supernova, 10 ans, 16 ans plus tard, on a vu des flashs de lumière s'étaler dans le nuage de Magellan. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'évidemment, au cours du temps, la lumière va progresser, aller de plus en plus loin. Alors au tout début de l'explosion de la supernova, elle a explosé ici, et juste quelques mois plus tard, on a tout de suite vu apparaître ces anneaux de lumière, qui étaient justement des échos de lumière. C'est comme le son, quand il se réverbère sur un mur et vous l'entendez, c'est un écho. Là, ça se réverbère plus ou moins sur des poussières dans le milieu interstellaire. Mais ça, c'était facile à voir, parce que c'était très proche de la supernova, encore très brillant. Avec l'instrument qu'on avait, et qui a... Alors là, c'est lisible. Ouais, là, c'est lisible.
plusieurs ont remarqué qu'il se passait des choses étranges dans le champ d'étoiles. On voyait des choses bouger comme ça, un peu floues. Et en extrayant les données avec soin, il a été possible de faire un film. Alors il faut que je vous fasse voir un peu ce qu'il y a, parce que ça se passe un peu rapidement, mais vous allez voir, je vais peut-être le montrer ici, vous allez voir que la supernova a été là, elle a explosé ici, mais des années plus tard, l'année est écrite par là. Là, vous voyez, on est en 2001, alors qu'elle a explosé en 1987, c'est pas mal d'années plus tard. On voit encore l'explosion de la supernova, et quand je vais relancer le film, vous allez voir des cercles qui se propagent, mais très très loin, au-delà de la supernova. En fait, là, il y a une centaine d'années-lumière de parcouru, alors qu'on n'est qu'une dizaine d'années après la supernova. Alors certains diront « Ah, mais je vois quelque chose qui se propage beaucoup plus vite que la lumière. » Alors je relance le film. Regardez bien les anneaux se répandre. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez comment ça avance? D'année en année, ces échos de lumière se réfléchissent sur des poussières de plus en plus loin. Et ces choses-là se propagent apparemment plus vite que la lumière, en fait, et c'est vrai, mais sauf que ils se propagent simplement parce que c'est un effet de projection. C'est que le chemin de la supernova jusqu'aux poussières et jusqu'à nous, chaque fois, augmente avec le temps, et dans les temps raisonnables, enfin liés à la vitesse de la lumière. Donc c'est une chose assez jolie que je voulais vous montrer. Et voilà une autre chose encore plus étrange et plus extraordinaire. C'est une image, alors c'est encore autre chose, une image très approfondie du centre de notre galaxie. Vous voyez, le centre de la galaxie est là. Et on voit des étoiles qui bougent autour du centre de notre galaxie. Et au centre de notre galaxie, on a finalement découvert qu'il y avait un trou noir qui fait à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. Alors un objet qui fait 3 millions de fois la masse du Soleil et qui est totalement invisible, c'est quand même assez extraordinaire. Mais là, c'est d'autant plus extraordinaire que vous allez voir qu'au cours des années, de nouveau, en prenant des images sur une dizaine d'années, on va voir toutes ces étoiles bouger. Et en particulier, l'une d'entre elles, je crois que c'est celle-là ou celle-là, enfin une de ces deux-là, va se passer tellement près du trou noir qu'elle va tomber dessus, elle va le frôler, et vous allez voir sa trajectoire, c'est quelque chose de spectaculaire. Donc c'est une vraie démonstration qu'il y a un trou noir, on le teste par la présence d'une masse colossale qui dévie les étoiles. Alors regardez bien. Vous avez vu, il y a cet objet-là. C'est celui-là, je crois. Hop, vous avez vu comment il tourne. Alors on vous fait la présentation agrandie. Vous allez voir, vous voyez l'objet là-haut, regardez, il est en train de tomber, il tombe, pouf, il frôle le trou noir et il repart. Vous avez vu ça? Il fallait 3 millions de fois la masse du Soleil pour expliquer une trajectoire pareille, donc on est absolument convaincu qu'il y a un trou noir, on l'a vu, on sait même où il est, et comme vous pouvez le voir, il est absolument noir. Alors une dernière chose, avant de revenir aux planètes, ça date d'aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est dans la revue Nature d'aujourd'hui, on ne peut pas être plus récent. On a découvert, et entre autres des gens de l'Observatoire de Meudon, c'est sur le site internet de l'Observatoire de Meudon, ils ont découvert qu'il y avait un anneau supplémentaire au cœur de la galaxie d'Andromède et que cet anneau est décalé par rapport au centre. Et la seule explication, c'est qu'il y a eu une collision avec une petite galaxie il y a quelques millions d'années, et que la petite galaxie, d'ailleurs, c'est la galaxie satellite qu'on appelle M32, mais qui a dû passer très près du centre il n'y a pas très longtemps. Et voilà l'animation par le calcul. Vous voyez les dates qui défilent, il y a 129 millions d'années, etc. Et la galaxie M32 maintenant passe tout près du cœur et va créer les trous qu'on voit dans les anneaux, qui sont maintenant observés. Et actuellement, elle est là, c'est-à-dire qu'elle va finir ici un peu en dessous par là. Vous voyez, on trouve des choses formidables. Alors, c'est la galaxie d'Andromède, notre très proche voisine. Alors, vous pensez qu'on peut la regarder en détail. Et dans quelques centaines de millions d'années, il semblerait que Andromède rentrera en collision avec notre galaxie. Alors là, ça va être un phénomène absolument grandiose.
Alors on vient en planète, et là vous ne pouvez pas résister au plaisir de vous montrer une image de Saturne. C'est une photo de Saturne prise par Cassini, au moment où le satellite s'est retrouvé derrière Saturne avec le Soleil juste de l'autre côté. Et quand on est comme ça dans cette position de contraste, brusquement, on voit même l'atmosphère qui commence à briller, on voit des choses qui scintillent et qui brillent dans le disque, dans les différents anneaux autour. Enfin, c'est une image magnifique. Et ça donne un peu une idée de ce que l'on voit sans le voir quand on regarde une planète qui passe devant une étoile au cours d'un transit. Alors, la dernière fois, j'ai pas mentionné une découverte du télescope spatial. Je vais en parler ici rapidement. Parce que, en fait, elle n'a pas beaucoup convaincu. Mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière toute cette histoire. Vous voyez, si on regarde, ça c'est un schéma qu'a produit le télescope spatial, si vous êtes là sur le Soleil et vous regardez vers le centre de notre galaxie, vous allez voir, si vous arrivez à voir dans votre champ, et en particulier dans le champ du télescope spatial, si vous voyez en même temps 10 000 étoiles et vous les surveillez, vous savez qu'il y aura à peu près 10% de ces étoiles qui vont avoir des Jupiters chauds, vous savez, les planètes qui tournent très proches. C'est-à-dire que vous vous attendez, 10 000 étoiles, il y en a 5% qui ont des planètes, c'est-à-dire 500. Sur ces 500, il y a 10% qui ont des Jupiters chauds, c'est-à-dire 50. Et sur ces 50, il y en a 8% à cause de l'inclinaison de l'orbite qui vont faire des transits. Donc, il n'y en aura plus que 4. Et sur ces 4-là, on ne peut pas toutes les détecter parce qu'il y a des difficultés de détection. Donc, en gros, leur argument, c'est de dire, si je surveille 10 000 étoiles, je peux détecter en bout de course une planète, genre Jupiter chaud, qui transite. Alors évidemment, si on prend cet argument au pied de la lettre, voilà ce que le télescope spatial a essayé de regarder. Vous voyez, ça c'est la constellation du Sagittaire. Moi j'aime bien la montrer avec là ces étoiles en plus, parce que ça ressemble plus à un dromadaire en train de se promener. Mais bon, là, les anglo-saxons préfèrent la théière. Vous voyez, le petit carré à droite, c'est la zone où le télescope spatial va regarder. Alors, je vais le grossir, simplement. Voilà ce carré très agrandi. Vous voyez le nombre d'étoiles dans cette région vers le centre de la galaxie. Donc on a énormément d'étoiles dans le champ, mais le télescope spatial, lui, ne va vraiment regarder que cette toute petite région parce qu'il a un domaine d'observation très étroit. Et quand je regarde ce que vraiment a observé le télescope spatial, voilà, c'est cette région-là. Et dans cette région-là, il a eu près de 100 000 étoiles disponibles qu'il a pu observer et surveiller, mais des objets extrêmement fins. À la limite, on ne peut même pas les détecter du sol, celles-là. Certaines oui, mais certaines non. Et 16 de ces étoiles ont montré cette variation. Et d'après leur analyse, sur 16 étoiles, il devrait y en avoir au moins une sur deux qui soit correcte. Alors voilà par exemple, très agrandi, la région là-haut où il y a la quatrième candidate, vous voyez, dans le petit rectangle. Le rectangle est agrandi et c'est cette étoile-là qui a fini par faire une petite variation de lumière à cause d'un transit. Alors l'argument donc c'est que ils pensent qu'il y a 16 nouvelles planètes de détecter, mais que au moins une sur deux sera une vraie planète, avec des arguments statistiques. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le vérifier, parce que ces objets sont si faibles qu'il n'y a aucun moyen d'aller les voir autrement qu'avec le télescope spatial. Et il y en a un ou deux sur lesquels ils ont pu mesurer le balancement, il y en a un où c'était convaincant, l'autre pas. Donc en fait, ils ont annoncé avoir découvert un nouveau type de planète qui tournait très très vite en quelques heures, seulement autour de leurs étoiles, des super chauds, ultra chauds, des Jupiters encore plus chauds que ceux qu'on connaissait, sauf que on ne peut pas vraiment le vérifier. Donc c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Donc ça c'est pour montrer comment, dans d'autres endroits du ciel, on a pu vérifier des situations identiques, mais on a toujours mesuré le balancement en avant en arrière de l'étoile.
pour se convaincre qu'on avait vraiment une planète. Alors, donc ça c'était pour faire une parenthèse sur le télescope spatial. Maintenant, si on voit aussi l'actualité assez récente au cours de cette dernière année, on a commencé pour la première fois à voir l'antitransit. C'est-à-dire que le transit, c'est quand la planète passe devant l'étoile et fait une petite occultation. Ben, il se passe forcément aussi la chose inverse, c'est-à-dire qu'à un autre moment, la planète passe derrière l'étoile. Et si on regarde avec soin la lumière de l'étoile plus la planète, à ce moment-là, on voit baisser un tout petit peu, d'une manière infime, la lumière. Et à ce moment-là, c'est la planète qu'on voit elle-même. On la voit disparaître, et comme elle disparaît en se cachant au fur et à mesure, on peut commencer à imaginer qu'on va, quand on aura des instruments encore plus précis, commencer à découper des tranches sur la distribution de lumière sur la surface de la planète. Donc on commence même à envisager aujourd'hui à faire des images, à grossières, mais des images des planètes extrasolaires. Alors que je vous rappelle que la grande majorité d'entre elles, on ne les a jamais vues. Alors au jour d'aujourd'hui, ou presque, nous en sommes donc à 170 systèmes planétaires, 210 planètes et 20 systèmes planétaires multiples, toutes méthodes confondues. Je vous rappelle que c'est un site à l'Observatoire de Meudon aussi qui donne toutes ces informations. Alors, ces 210 planètes extrasolaires, si j'essaye de les placer dans un diagramme pour essayer de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir, ces planètes-là sont les petits points bleus, enfin les petits points de couleurs différentes dans ce diagramme, dans lequel j'ai mis ici leur distance à l'étoile et ici leur masse. Alors vous voyez que quand elles sont très loin de l'étoile, l'unité là c'est la distance Terre-Soleil, l'unité astronomique, et là l'unité c'est la masse de Jupiter, ou sur l'axe en face, ici c'est la masse de la Terre. Alors vous retrouvez les planètes du système solaire. Là il y a Mercure, Vénus, la Terre, Saturne, Jupiter, et Uranus et Neptune. Ils sont quelque part, évidemment, notre système solaire est quelque part dans le diagramme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes les planètes découvertes, elles tombent quelque part aussi dans ce diagramme. Mais on peut voir aussi les zones qu'explorent les différents instruments, ou qui existent déjà, ou qui vont apparaître dans le futur. Alors avant de regarder ces zones et les différents instruments dont je vais parler après, ce qui est amusant, c'est de regarder en face... Excusez-moi. En face, un diagramme d'un calcul théorique qui permet de dire si j'essaye de fabriquer des planètes dans un système planétaire en formation, dans un disque, comment je vais faire et comment je vais y arriver. Et là, chaque point est une possibilité de fabrication d'une planète dans un modèle considéré comme très complet au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez que les échelles sont les mêmes. Là, j'ai une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Et ici, j'ai les valeurs de masse en masse de la Terre. En fait, ce 10 correspond à celui-là. Ce 1 correspond à celui-là. Vous voyez, le diagramme est à peu près au même niveau. Il est étiré de la même façon pour qu'on les compare presque directement. Et c'est très intéressant parce que dans ce diagramme-là, ici, à petite distance, on fait que des objets de petite masse, en fait, quelques masses de la Terre ou la masse de la Terre. Donc c'est des terres ou des grosses terres. Puis quand on arrive à une certaine distance, au-delà de une unité astronomique, c'est la zone où l'eau devient de la glace. Et là, on commence à faire des objets qui sont très vite beaucoup plus gros. Alors on continue à faire des grosses terres, mais on fait aussi des terres beaucoup plus grosses. Et à partir du moment où elles atteignent 15 fois la masse de la Terre, on sait que, dans ces modèles en tout cas, le gaz qui est autour dans le disque s'effondre sur le cœur, et brusquement on se met à faire des planètes géantes. Donc on fait des petites terres, puis des plus grosses, et ces plus grosses-là peuvent engendrer des planètes géantes, qui elles, maintenant on le sait aussi, peuvent migrer vers l'intérieur, et revenir pour donner des planètes géantes, très proches de leur étoile, qui sont les Jupiters chauds justement. Donc les modèles arrivent à représenter à peu près tout ce qu'on connaît, mais pas vraiment, puisque maintenant on commence à découvrir dans cette région-là, où le modèle prédit qu'on ne devrait rien fabriquer, on est en train de découvrir plein de planètes. Donc vous voyez,
c'est toujours intéressant d'aller dans le champ de tournesol, regarder les tournesols, réfléchir à un modèle et vérifier si le modèle est correct. Là, en retournant dans notre champ de tournesol, ça c'est une parenthèse pour ceux qui étaient à la première conférence, eh bien, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore, il va falloir le trouver. Alors donc, les différentes méthodes vont nous permettre, par exemple, les méthodes de vitesse radiale qui sont le balancement de l'orange sur le ciel, sont celles qui ont une limite actuellement à peu près ici du sol. Et vous voyez, on a rempli toute cette zone avec tous les objets qu'on a pu trouver. Et bientôt, on ne pourra pas aller au-delà. Donc, là, c'est déjà... En fait, celles-là sont déjà proches de la limite de ce qu'on peut faire du sol. Donc après, on envisage d'aller dans l'espace, où il y a les méthodes de micro-lentilles, dont je vous ai parlé aussi, qui, elles, sont sensibles dans d'autres domaines et qui, elles, peuvent détecter des objets de très petite masse. En fait, dans l'espace, on va commencer par voir le satellite COROT qui va être lancé à la fin de cette année, si tout va bien, qui est un satellite français dont je vais parler. Puis plus tard, le satellite Kepler. Et puis après, d'autres satellites qui ne sont même pas indiqués parce qu'ils sont beaucoup plus loin dans l'avenir. Donc on va voir maintenant comment on peut les détecter. Et voici ces recherches d'autres planètes. Alors, la première méthode dans l'espace, puisque c'est vraiment dans l'espace qu'on sent qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans nos capacités de détection, c'est la méthode des transits, c'est-à-dire on essaye de voir quand une planète passe devant une étoile. Et donc le premier satellite, comme je vous l'ai dit, c'est un satellite du CNES qui s'appelle COROT, qui devrait être lancé en décembre 2006, vous voyez, c'est dans pas longtemps. Et ce satellite, il a en fait deux projets inclus en lui. L'un, c'est regarder les étoiles osciller pour comprendre leur intérieur, d'un côté, et de l'autre, c'est regarder des champs où il y a suffisamment d'étoiles pour voir, comme a fait le télescope spatial, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour voir ces éclipses, et entre autres, ces petites baisses de lumière. Alors voilà une vue animée de COROT dans l'espace, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas encore vrai. Donc COROT lancé à la fin du mois de décembre, et ce qu'on attend, c'est 100 000 étoiles qui vont être observées pendant 150 jours, dans un endroit bien précis de notre galaxie, mais beaucoup plus proche que celle du télescope spatial. Ça sera des étoiles qu'on pourra après suivre avec des télescopes du sol pour savoir s'il y a vraiment des planètes. Et sur ces 100 000 étoiles, on espère une centaine de Jupiter chauds complètement nouveaux, non connus, 10 Neptune chauds et peut-être même quelques grosses terres, parce que COROT est sensible à une planète qui aurait 2 fois le diamètre de la Terre. Donc ça, c'est le grand espoir pour quasiment l'année prochaine. Alors après, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Un autre satellite qui s'appelle Kepler, qui est un projet de la NASA qui est en train d'être fabriqué. Donc lui, il va être lancé entre 2008 et 2009, enfin, dans pas très longtemps. Voilà l'animation qui a été faite de Kepler, qui vous montre en fait un satellite dans l'espace. L'animation ayant été faite avec des moyens plus importants que le CNES, donc l'animation est plus belle. Mais le résultat aussi, a priori, puisque Kepler est quand même un satellite beaucoup plus gros, il fait presque 1 mètre de diamètre, son télescope, et il aura un champ plus grand. Et voilà le schéma de à quoi ressemble Kepler. Il doit être lancé en 2008. La région du ciel où il y a beaucoup d'étoiles, mais suffisamment étalée, parce qu'il aura des grands champs, il ira sur plusieurs champs. Et le résultat, c'est... enfin, là, une autre animation, vous voyez. À la NASA, ils communiquent bien. C'est joli, hein? Puis ça me permet de me reposer un peu. Je roule sur le budget de la NASA, là. Enfin, donc Kepler va essayer de regarder, exactement comme COROT, des étoiles qui vont faire des transits, au loin, quelque part, aux alentours de 1 millier d'années-lumière de la Terre, c'est-à-dire un peu plus loin que les étoiles actuelles que l'on connaît. Et ces planètes que l'on découvrira, on pourra elles aussi
essayer de les repérer depuis de grands observatoires du sol. Alors vous voyez, là, vous assistez à une occultation. Là, il y a une deuxième planète qui est passée, mais qui n'occulte pas, parce qu'elles ne sont pas toutes juste dans le même plan, donc l'une peut faire une occultation, mais pas l'autre. Mais on aura repéré un système planétaire, et donc, à partir du moment où il est repéré, toute la difficulté dans ces histoires, c'est de savoir où est le système planétaire. Mais pratiquement, au jour d'aujourd'hui, on sait que 10% des étoiles doivent en avoir, et peut-être bien plus, puisqu'on n'a pas encore vu les terres. Alors Kepler, quels sont les résultats attendus? Alors Kepler va aussi suivre à peu près 100 000 étoiles, mais pendant une durée beaucoup plus longue. Donc ça va lui donner, il aura un télescope plus grand, une durée beaucoup plus longue, ça va lui donner deux avantages par rapport à Corot, mais Corot aura l'avantage d'être passé devant quand même. Ceci dit, donc, il y aurait une possibilité d'aller trouver des planètes même de la taille de la Terre, et si la majorité d'entre elles ont cette taille, on peut en attendre une cinquantaine. Par contre, si la majorité des planètes est plutôt plus grosse que la Terre, ça on ne sait pas du tout, mais on pourra en détecter beaucoup plus, évidemment, puisqu'il est capable de le faire. Corot, lui, sera plus ou moins limité à ces planètes-là, qu'il découvrira peut-être justement avant. Alors, l'autre chose qui sera intéressante, c'est que, comme ça dure 4 ans, l'avantage, c'est que une trentaine de planètes, soit des Jupiter, soit des Neptunes, vont pouvoir être détectées même sur des orbites, parce que jusque-là, on parle de planètes qui tournent très proches de l'étoile, mais là, sur des orbites très lointaines, en 4 ans, vous voyez la Terre, par exemple, vous verrez 4 fois le transit de la Terre se produire, en 4 ans. Donc, c'est un atout d'avoir du temps dans ces genres d'observations, et là, effectivement, quelques planètes vont être découvertes beaucoup plus loin de leur étoile, un peu comme l'est la Terre. Mais ça ne serait plus des terres. Donc, après Kepler, on va passer à une autre méthode de détection qui est connue depuis très longtemps. C'est la même méthode, entre guillemets. Celle, comme la planète tourne autour de l'étoile se balance. Jusque-là, on a surtout parlé de la méthode des vitesses radiales qui mesure comment l'étoile avance et recule vers nous, grâce à l'effet Doppler. Mais en même temps, l'étoile, elle peut se balancer sur le ciel. Si la planète tourne comme ça fait un balancement qui se voit par rapport aux étoiles du fond, qui elles sont tellement loin qu'elles ne bougent plus. Donc on peut espérer voir, et là, entre autres, vous vous rappelez, je vous ai montré le mouvement que l'on verrait du Soleil, avec son système de planètes, vu depuis une trentaine d'années-lumière au-dessus du plan. Par exemple, là, vous voyez, en une dizaine d'années, on est en 90, puis 2000, et en une dizaine d'années, on voit que le Soleil fait une espèce de boucle, essentiellement produite par le mouvement de Jupiter, qui tourne en 11 ans autour du Soleil, et qui est la grosse planète de notre système. Alors ce mouvement-là, qui est ce balancement on dit c'est la méthode par astrométrie, on mesure la position de l'astre, eh bien il va y avoir un projet qui est déjà aussi en place, qui est en train de se fabriquer, qui s'appelle Gaia, qui est un projet de l'Agence spatiale européenne, qui doit être lancé en 2011-2012. Et là, c'est vraiment... Ce projet est absolument monstrueux, gigantesque, du point de vue de ce qu'il va faire. C'est-à-dire que ce projet va être capable de mesurer la position de milliards d'étoiles. Vous savez, tant qu'on parle de 100 000 étoiles, 1 million d'étoiles, vous vous rappelez, c'est les Champs-Élysées, plein d'une foule. Quand je passe au milliard, je joue plus dans la même cour, je suis vraiment dans la cour des grands, là. 1 milliard d'étoiles, c'est toutes les autoroutes de France couvertes de gens. J'ai 1 milliard de personnes. Ça fait vraiment une autre dimension. Et ce satellite-là, absolument ahurissant par ses capacités d'observation, va en même temps les positionner avec une précision telle qu'il va pouvoir voir les mouvements de toutes ces étoiles, et en tout cas des plus proches, et pouvoir, grâce à l'astrométrie, probablement détecter 10 000 planètes qui auront une période d'à peu près 1 année. C'est-à-dire des planètes exactement comme l'est la Terre dans sa position. Et il va en trouver 10 000. C'est-à-dire que là, c'est un bond en avant absolument gigantesque. Et en plus, il y aura même une possibilité, mais qui est moins certaine, de voir de temps en temps passer devant une étoile une planète. C'est toujours pareil, c'est quand même un télescope aussi. Et il y aurait quelques 5000 planètes de type Jupiter chaud qui pourraient être trouvées aussi en plus. Donc ça, c'est vraiment le grand projet qui va faire un pas en avant très spectaculaire. Et lui aussi est décidé, il est en train d'être fabriqué. Donc ça, attendez-vous dans les années entre
2012-2015, c'est plus une pluie de planètes, ça va être une avalanche là. Alors évidemment, tout ça c'est indirect. On voit pas les planètes, mais on les repère, on sait qu'elles sont autour de leur étoile, on peut savoir beaucoup de choses d'elles, mais on les a pas encore vraiment sous la main. Alors le grand rêve, bien sûr, c'est de faire des images, et comme je vous l'avais montré la dernière fois, on a une image d'une planète, c'est pas tout à fait une planète, elle a un nom imbuvable que j'écris là, et comme je vous l'avais dit, on a essayé de réduire son nom, et même les anglo-saxons ont décidé de l'appeler To Be, et là-dessus ils ont fait évidemment la blague To Be or Not To Be. Une planète. Mais ceci étant dit, c'est la seule image qu'on ait au jour d'aujourd'hui de quelque chose qui est 5 fois la masse de Jupiter, et qui est probablement pas une planète, c'est en fait une toute petite étoile double. Donc c'est pas tout à fait une planète. Mais donc le rêve, c'est de faire des images, vraiment des images directes. Et pour cela, il y a des projets absolument de plus en plus gigantesques. Il y en a un qui s'appelle TPF, c'est Terrestrial Planet Finder, c'est des projets de la NASA. Et C, la lettre C, veut dire qu'on espère les voir avec un coronographe. On va construire des télescopes gigantesques. Alors vous voyez, les miroirs de ces télescopes vont être tellement grands qu'on ne saura même pas bien les caser dans la fusée, tellement on va les faire grands. Et avec un coronographe qui cache l'étoile, on espère voir à côté la lumière de la planète, je vous rappelle, entre pas loin du milliard de fois plus faible. Alors, ça c'est une animation pour vous montrer que c'est pas du tout facile, mais on voudrait des très grands télescopes dans l'espace, et des gens commencent déjà à imaginer des méthodes, regardez, pour déployer des miroirs. Alors on les met en petits morceaux, on les met dans la fusée, puis une fois dans l'espace, on arrive à les reconstruire et fabriquer de très grands télescopes par petits bouts. Ça c'est une méthode, aucune n'a été décidée pour le moment, mais vraiment les gens commencent à penser à ça. Alors si on a un grand télescope, vous voyez, on peut imaginer qu'il ressemblera à ça, et au bout, on mettra le coronographe, ou enfin on aura tout un système qui permettra de cacher l'étoile et finalement construire l'image de la planète avec une énorme... Parce que la lumière qui vient d'une planète, c'est extrêmement faible aussi, donc il faut une très grande surface pour collecter la lumière. Alors, une fois qu'on est capable de voir les planètes, il ne suffit pas de les voir, on voudrait savoir aussi s'il y a la vie sur les planètes. Et l'espoir, c'est non seulement de les voir, mais après de commencer à faire ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire voir s'il y a des éléments dans les atmosphères de ces planètes qui peuvent nous donner l'impression qu'il y a effectivement la vie. Des traceurs très sympathiques seraient l'eau, H2O évidemment, mais il y a l'ozone aussi, vous voyez, c'est des signatures dans le spectre de la Terre qu'on connaît bien, l'ozone, l'eau, tout ça, le dioxyde de carbone, tous ces éléments-là, l'oxygène évidemment, tous ces éléments-là sont des fortes présomptions d'existence de vie sur ces planètes, mais jamais des preuves indiscutables. Donc il va falloir aller encore plus loin. Mais vous voyez, c'est un début qu'il va falloir, un passage obligé pratiquement. Là, je voulais juste vous rappeler que autour d'une planète, alors moi aussi, elle s'appelle HD 209 458b, mais moi je l'appelle Osiris parce que j'en ai un peu marre. Mais autour de cette planète, on a quand même déjà détecté du carbone et de l'oxygène. Donc vous voyez que au jour d'aujourd'hui, on a quand même commencé à détecter des éléments dans les atmosphères des planètes. Donc la chose est sûrement pensable dans une dizaine, une quinzaine d'années. Alors la NASA a imaginé un projet. Alors là, pour arriver à avoir beaucoup de surface pour collecter la lumière, parce qu'il y en a très peu, mais en même temps, pour voir très près des étoiles sans être dérangé, la méthode, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs télescopes qu'on fait marcher ensemble, et qui finissent par être équivalents à un immense télescope. Plus le télescope est grand, plus il peut voir des détails fins. D'où l'idée de construire ce genre de télescope, soit sur une barre, comme ça. En voici une belle animation qui montre que ça pourrait être fait un jour. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien, mais vous voyez, ces télescopes sont liés par une barre et ils vont pouvoir se pointer sur une planète et, sans être gênés par la lumière de l'étoile, finalement, être capable de ne mesurer que la lumière de la planète et la détailler. C'est le projet TPF ou SIM, c'est le projet SIM de la NASA. Et il y a TPFI pour interférométrie de la NASA qui s'est un peu
couplé avec le projet Darwin de l'ESA, qui est le projet à très long terme de l'ESA, dans lequel, au lieu d'avoir tous ces télescopes accrochés sur une grande barre, qui rend ça un peu difficile à faire, puis il faut que cette barre soit faite effectivement, on s'est dit, mais au fond, dans l'espace, les choses peuvent être contrôlées d'une manière très subtile, et au fond, s'ils volent les uns à côté des autres en orbite, et qu'on arrive à contrôler leur distance parfaitement, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire des télescopes liés entre eux, mais uniquement par des systèmes de contrôle de distance. Et ça, c'est le projet Darwin de l'ESA, qui envisage, voici l'un des télescopes, qui serait donc pointé dans une direction avec ses cellules solaires, etc., pour voir une planète. Et en fait, ça serait une flottille de télescopes comme celui-là, assez loin les uns des autres. Alors vous voyez que l'avantage, c'est qu'on peut les écarter pour voir des détails plus fins. Plus ils sont écartés les uns des autres, et plus ils sont équivalents à un télescope de plus en plus grand. Et donc ça permet de voir des détails de plus en plus fins. Toute cette lumière de tous ces télescopes étant regroupée dans un instrument central qui combine toutes ces lumières et arrive à donner le résultat équivalent à un grand télescope. Alors ce projet est quand même à très long terme, très difficile. Il compte le mettre à un endroit, vous voyez, à côté de l'ensemble Terre-Lune, en équilibre, loin de l'autre côté du Soleil. Alors maintenant, si on veut faire les images d'une Terre, il faudrait faire encore plus, parce que non seulement il faut arriver à isoler la lumière de la planète et en faire le spectre, mais là il faudrait même voir des détails sur la planète. Donc il faut aller encore plus loin dans le gigantisme. Il ne faut pas seulement quelques télescopes qui volent les uns à côté des autres, mais il en faudrait beaucoup pour récolter assez de lumière, des télescopes encore plus grands et encore plus loin les uns des autres, qui voleraient à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres les uns des autres. Un projet titanesque. Nous avons en France quelqu'un qui s'appelle Antoine Labeyrie, qui depuis je sais pas, une trentaine d'années pousse vers de tels projets, et il voit vraiment l'avenir. Il propose des hyper-télescopes. Alors évidemment, c'est le même concept, mais chacun de ces petits télescopes-là serait un immense télescope de, je sais pas, mettons plusieurs dizaines de mètres. Il propose des idées de miroirs qui soient faits avec du gaz. Enfin, il a énormément d'idées extraordinaires, mais qui sont très en avance sur notre époque. Ceci dit, un jour, ça se fera. Et vous voyez, toutes ces lumières seraient collectées par un instrument central. Et la chose qui est aussi amusante, parce qu'il a énormément d'idées sur tout, c'est aussi ce qui permettrait de contrôler la position des télescopes les uns par rapport aux autres, c'est d'utiliser comme des voiles solaires, c'est-à-dire la pression de la lumière du soleil est quelque chose de tellement infime que ça permettrait de bouger un tout petit peu les télescopes les uns par rapport aux autres et les maintenir parfaitement en position à des distances qui soient mesurées à 1/10 ou 1/100 de la longueur d'onde de la lumière qu'on est en train d'utiliser, pour que ça donne une impression de rigidité totale de l'ensemble du système. Et tous ces télescopes-là, volant ensemble dans l'espace, permettraient donc de faire des images de planètes très loin dans la galaxie. Donc on y arrivera un jour, mais ça c'est déjà à beaucoup plus long terme. Alors j'ai même une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez, c'est beau en tout cas. Là, il va falloir quand même vivre une bonne cinquantaine d'années de plus, si c'est pas plus. Une petite centaine d'années, allez, n'exagérons pas. Mais c'est vrai que dans une centaine d'années, ça devrait être fait. Vous voyez, c'est magnifique. Et alors, un jour, à force de les chercher, on va finir par les trouver, on va trouver d'autres terres. Alors vous voyez, là, je vais un peu conclure là-dessus. Je reviens à mon camembert du début. Je ne sais pas si vous l'aviez regardé avec suffisamment d'attention, mais cet astronome-là, sur cette boîte à camembert qui existe effectivement, regardez ce qu'il regardait avec soin. Il regardait un astre dans lequel il y a un autre astronome en train de regarder au loin. Vous voyez, en fait, ce qu'on cherche, c'est la vie dans l'univers où on essaye de se retrouver nous-mêmes. Alors, on est déjà allé sur la Lune, hein, ça vous le savez, en 1969. Donc, on sait se déplacer. Et alors, on va se poser maintenant la question vraiment qui va permettre d'avancer, c'est la question du temps. De même que je vous ai fait comprendre les questions de dimension avec l'orange et les épingles
et tant que je ne l'avais pas fait, vous ne pouviez pas réaliser à quel point l'espace est vide. Pour le temps, c'est la même chose. Pour arriver à vous faire percevoir la notion du temps et ce que c'est 15 milliards d'années, qui est l'âge de l'univers à peu près, de nouveau, on est dans les milliards, donc c'est des chiffres qui ne nous parlent pas du tout. Alors, une manière de le faire, c'est de prendre le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang, donc à peu près 15 milliards d'années, et de ramener ce temps à une année. Une année, c'est un temps que nous connaissons tous, on a vécu ça pas mal de fois, donc on sait bien ce qui se passe au cours d'une année. Et donc si on ramène tout à une année, on va tout de suite comprendre quand les choses se passent dans l'univers. Alors voilà, je commence le Big Bang. Alors le calendrier cosmique commence le jour du Big Bang, le 1er janvier à l'instant 0, et le 31 décembre, c'est aujourd'hui. Donc le 1er janvier, je sais pas, c'est écrit petit, hein, vous n'arrivez pas à lire? Bon, enfin, sinon je vous le lis, mais le 1er janvier, c'est l'instant du Big Bang, donc les premières galaxies, on sait maintenant qu'elles sont apparues dans l'univers extrêmement vite. C'est incroyable parce que ça peut se faire vite. Donc dès le 2 janvier, on trouve des premières galaxies qui commencent à se former. D'autres propres voies lactées, telles qu'elles ressemblent aujourd'hui, finissent par se condenser dans un disque. On peut dire que c'est vers le 1er mai, mais bon, c'est une date assez floue, mais disons vers le mois de mai. Et surtout dans notre galaxie, des étoiles naissent et meurent continuellement en tournant autour du centre de la galaxie. Et notre Soleil, il est né à un moment donné, et dans cette échelle de temps, il est né le 13 septembre. Vous voyez, le Soleil est né plutôt vers la fin de l'année, c'est-à-dire à la fin de l'été, presque c'est le début de l'automne, vous voyez. Et le Soleil est né d'un système, d'un disque qui s'est condensé, et dans le disque, des planètes se sont formées. Et vous vous rappelez, je vous avais montré ce schéma qui donne toutes les étapes de formation d'un système planétaire, mais très vite, au bout de 30 minutes, les premières planètes apparaissent, et il faut, mettons, 2 jours pour que les terres se forment. Donc tout ça se fait en très peu de temps après le 13 septembre. Donc on se retrouve à la date du 13 septembre. Le 20 septembre, déjà la vie apparaît sur Terre. On y trouve des traces indiscutables remontent à la date du 11 octobre, les premiers fossiles qu'on trouve sur Terre, mais on sait que déjà avant, il devait y avoir des formes de vie. Donc la vie est apparue très vite, en fait, après, le 11 octobre, des traces de vie. À la surface des océans, des algues ont commencé à transformer le gaz carbonique. Une partie s'est dissout dans les océans, une autre partie a été transformée par ces algues en oxygène. C'est le début de la photosynthèse au cours du mois de novembre. Le 20 novembre, on a une transformation très profonde des cellules qui commencent à devenir des cellules avec un noyau, qui va leur donner des capacités d'évolution considérables et très différentes des cellules qui existaient avant. Tout ça, c'est toujours dans l'état de vie monocellulaire. On n'en est encore pas du tout à des choses très élaborées, mais les cellules elles-mêmes commencent à se complexifier. Alors, la fabrication de notre atmosphère d'oxygène s'est lentement faite au cours de tout le mois de novembre. On arrive au début décembre, le 3 décembre, pratiquement l'atmosphère d'oxygène et d'azote, comme nous la connaissons, a fini d'être fabriquée par la vie. En fait, c'est la plus grande catastrophe écologique de tous les temps, puisque sur notre planète, il y avait une atmosphère de gaz carbonique et d'azote. Et puis il y a des êtres vivants qui sont venus, puis qui ont commencé à changer le gaz carbonique en oxygène. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Vraiment, c'était des fous. Et ils ont fait une catastrophe écologique que absolument personne n'a supporté. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté du tout. Il y en a qui se sont adaptés, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et donc, voici quelque chose qui nous permet de méditer. Mais alors le mois de décembre, on va le suivre un petit peu. Là, alors là, ça va un peu vite, mais je vais quand même vous le raconter. Le 3 décembre, j'ai l'atmosphère. Le volcanisme sur Mars, il y a des fleuves sur Mars, vous savez, à cette époque, ça coulait encore et ça fonctionnait sur Mars. Il faut attendre le 16 décembre pour voir les premiers êtres multicellulaires. Jusque-là, on n'avait que des êtres monocellulaires. Mais le premier ver, c'est le 16 décembre. Vous voyez, on est à la mi-décembre et la vie commence à devenir plus complexe. Mais alors à ce moment-là, à partir du moment où on a fait les premiers vers, chaque jour, ça va être la création de quelque chose de nouveau. Les invertébrés le 17, les trilobites, le plancton le 18, les premiers poissons, les premiers vertébrés le 19 décembre. Vous voyez, chaque jour, c'est une fête. Les premières plantes
il y avait déjà des algues dans les océans, mais les premières plantes sur Terre, elles sont allées sur le sol. Jusque-là, la terre ferme était complètement sans vie. À partir du 20 décembre, les premières plantes apparaissent sur la Terre. Et juste un jour après, le 21 décembre, immédiatement les animaux les suivent et les animaux commencent à aller sur Terre aussi, le 21 décembre. Le 22 décembre, on a les premiers insectes volants. Ces animaux sur Terre commencent à fonctionner complètement différemment. Le 23, les premiers arbres, les premiers reptiles, le 23 décembre. Les premiers dinosaures, le 24, vous voyez, on approche de Noël. Noël, c'est l'époque des dinosaures, vous voyez, c'est la fête. Il y a des grosses bêtes maintenant. Le règne des dinosaures, le 25 décembre. Les premiers mammifères, alors là, ils étaient tout petits, ils se cachaient dans les trous. C'était le 26 décembre, ça c'est nos ancêtres, les premiers mammifères. Les premiers oiseaux, c'est les descendants des mammifères, c'est le 27 décembre, les descendants des dinosaures, excusez-moi, le 27 décembre. Les premières fleurs, vous voyez, quelque chose d'aussi simple, aussi joli qu'une fleur, vous vous dites, mais ça existe depuis toujours, comment on pourrait vivre sans fleurs? Eh bien non, les premières fleurs, il fallait attendre le 28 décembre. Et les continents, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la dérive des continents, il faut pas mal de temps pour arriver à faire des espaces gigantesques comme les océans. Eh bien, ces dérives-là, en fait, ils ont commencé à se séparer dans ces époques-là. Les premiers cétacés, les premiers primates sont apparus le 29. Le 30 décembre, c'est la fin des dinosaures. Vous savez qu'il y a eu quelque chose, probablement un astéroïde, mais il y a d'autres théories qui disent que c'est un volcanisme extrêmement violent. Enfin, quelle que soit l'histoire, à un moment donné, le 30 décembre, les dinosaures ont disparu. Alors vous vous dites, mais il manque quelque chose quand même, non? Ah bah oui, et l'homme. Ah, le 31 décembre, les premiers humains, vous voyez. Il était temps parce qu'encore un peu l'année était finie. Alors on va regarder le 31 décembre un peu plus en détail. Alors les premiers singes descendent des arbres à 14 h le 31 décembre. En Europe, les Alpes se forment. Vous savez, les Alpes, c'est des grandes montagnes, là, vous connaissez, vous êtes allé dans les Alpes, vous avez fait du ski, vous descendez dans les vallées, tout ça, vous avez l'impression d'un truc gigantesque, pas du tout. Les Alpes, ça s'est fait parce que l'Italie et la France se sont rencontrés, pouf, ça a fait les Alpes, mais c'était c'est assez jeune, vers 15 h, vous voyez, le 31 décembre. On se fait des petites montagnes comme ça. Alors les premiers humains, c'est 16 h, c'est Toumaï, celui qui a été trouvé, qui a détrôné Lucie, qui était jusque-là la référence, mais maintenant c'est Toumaï. Le premier humain, vers 16 h, donc vous voyez, on est déjà dans le début d'après-midi, et c'est pas encore tout à fait nous. Alors l'âge de pierre, il va falloir attendre 23 h, c'est-à-dire on est 11 h du soir, on n'est pas encore au nouvel an, mais ça approche. Le contrôle du feu, il faut attendre 23 h 46 minutes. L'émergence de l'art, les premiers navigateurs, ça c'est les gravures rupestres et les gens qui ont traversé, entre autres pour aller en Australie. On sait qu'avant, il n'y avait personne en Australie, donc il a fallu que quelqu'un traverse. Donc les premiers navigateurs, c'est 23 h 50. L'explosion d'une étoile dans le grand nuage de Magellan, vous avez vu, je vous ai parlé de cette supernova qu'on a vue, mais elle a explosé 160 000 ans avant. Donc elle a explosé à 23 h 55, mais ça personne ne le savait et personne ne l'avait vu. Le début de la dernière période glaciaire, vous voyez, ça date pas de si assez longtemps. Hein. Sur la Terre, il y a des périodes de grand froid, il y a des périodes de chaleur, ça bascule. Et la dernière période glaciaire, c'était 23 h 56. Il faisait froid là. Hein. L'homme de Néandertal, c'est pas encore tout à fait nous, mais ça commence à ressembler. C'est 23 h 57, 3 minutes avant minuit, on n'est toujours pas là. Alors là, si vous entendez, c'est un peu... Vous entendez quelque chose? Les 12 coups de minuit, juste pour vous montrer que dans l'espace de temps des 12 coups de minuit, on a le début de l'astronomie, vous voyez, ça c'est bien, les pyramides d'Égypte, l'invention de l'alphabet, la guerre de Troie, à 23 h 59, 53 secondes, la naissance du Christ, hop, voilà. Donc on est arrivé à la Renaissance à moins 1 seconde, et on est aujourd'hui. Alors minuit moins, on va encore détailler un peu parce que ça fait plaisir. La déclaration des droits de l'homme, il y a 4 dixièmes de seconde.
Le début de la révolution industrielle, là, il y a 2 dixièmes de seconde. La première tentative de communication extraterrestre, il y a 8 centièmes de seconde. L'homme a marché sur la Lune, il y a 6 centièmes de seconde. Une étoile peut-être se trouve autour de Beta Pic, qui est un système planétaire. Le premier système planétaire qu'on ait vraiment découvert, c'était il y a 36 millièmes de seconde. L'observation de l'explosion de l'étoile dans le grand nuage de Magellan qui avait explosé quelques minutes avant minuit, on la voit enfin apparaître 24 millièmes de seconde plus tard, avant minuit, pardon. Trois planètes ont été trouvées autour d'un pulsar il y a 14 millièmes de seconde. Il y a 8 millièmes de seconde, la première planète extrasolaire a été trouvée autour de l'étoile 51 Pégase. Et on arrive à un moment où on se dit, bon, ben on arrive, il est minuit, voilà, on a compris. Dans le temps, nous sommes bien peu de choses, de même qu'on est sur une tête d'épingle misérable dans un coin de l'univers. Dans le temps, on est les 10 dernières secondes de l'année. On est bien peu de choses. Mais on ne va pas rester là, parce qu'il y a une idée beaucoup plus profonde qu'on peut développer maintenant. Et c'est à cela que nous amène ce calendrier cosmique. C'est, et si on se projette dans l'avenir? Maintenant, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Et évidemment, au fur et à mesure que je me projette plus loin dans l'avenir, plus je vais loin et plus je dis des bêtises. Donc vous allez voir que je vais très vite dire des bêtises en fait. Mais ça fait rien, je le fais. Alors la nouvelle année, il va se produire quelque chose qu'on peut parfaitement prédire. Donc là, je dis pas du tout une bêtise. Tout d'abord, il va y avoir des éclipses totales. Les éclipses totales, c'est des événements magnifiques. Et je vous recommande d'aller les voir. C'est même l'occasion de faire des voyages. Alors, il y en aura une, éclipse totale, qui va avoir lieu le 1er août 2008. Mais elle n'est pas trop facile d'accès. Elle est sur le nord, en Sibérie. Puis après, elle traverse la Chine. Mais on peut aller la voir en Chine. Elle sera tout à fait bien. Mais alors, celle que j'ai eu envie de vous montrer plus, c'est celle du 11 juillet 2010. Vous voyez, je vous donne un peu de marge, vous pouvez commencer à organiser votre voyage. Le 11 juillet 2010, vous aurez une éclipse qui va passer sur la Polynésie française et même sur l'île de Pâques. Vous voyez, vous aurez les statues de l'île de Pâques avec un soleil comme ça. Alors cette photo, c'est un montage, hein, c'est pas la vérité. Mais ça se produira exactement comme ça, il n'y a aucun doute. Et là, vous avez les îles de Polynésie où l'éclipse totale va se produire et donc vous pouvez vraiment organiser votre voyage dès maintenant. Il vous reste 2 centièmes de seconde pour le faire. Ah oui, j'ai oublié de montrer que l'illustration là montre en fait comment se propage l'ombre. Vous voyez l'ombre, la pénombre et l'ombre totale de la Lune. C'est-à-dire qu'il faut être là dans cette petite tache pour voir une éclipse totale. Si vous êtes à côté, vous ratez tout. Par contre, si vous êtes là, sur cette ligne, et là il y avait l'île de Pâques, là il y avait la Polynésie, il faut être juste là, et là, spectacle garanti, grandiose, je vous dis, si vous le voyez, vous restez sans voix, tout le monde se regarde en souriant, l'air est bêté, ils ont l'air d'être très contents, voilà. Alors on continue, on va se projeter dans l'avenir. Alors l'humanité va occuper tout le système solaire, alors là, moi j'ai fait un pronostic, j'ai osé annoncer ça pour le 1er janvier à 0h, 0 minute et 1 seconde. Et je crois que je suis pas du tout fou en disant ça, parce qu'une seconde ça représente 500 ans. Dans 500 ans, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait qu'on aura été sur toutes les planètes, on aura commencé à s'y installer, enfin etc. Maintenant si vous êtes très prudent et vous voulez 1000 ans, je vous donne 1000 ans et mettons 2 secondes. Mais ça changera rien à la discussion. Vous voyez, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Alors, après, on se dit, bon, mais après, on va essayer d'aller plus loin, parce que là, on est toujours autour de notre orange, à faire joujou avec des têtes d'épingle et des billes, on voudrait aller vraiment jusqu'aux étoiles. Là, le saut est gigantesque, et c'est vrai que ça va être très dur. Mais si on essaye de se donner 1 million d'années, mettons 1 million d'années, qu'est-ce que c'est 1 million d'années? Vous allez dire, ça fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait comme progrès en 1 million d'années, hein? Vous voyez tout ce qui s'est passé dans les 100 dernières années. Donc, si on se dit, dans 1 million d'années, on peut aller dans les étoiles, on s'est posé la question, combien de temps il faudrait pour aller dans toutes les étoiles de la galaxie, voir toutes les planètes, toutes les visiter, à des vitesses très raisonnables, 1/100 de la vitesse de la lumière. Eh bien, en 20 millions d'années, toute la galaxie est explorée. C'est vraiment, une fois qu'on y va, c'est fini, plus rien ne nous arrête. Et à partir de là, on peut dire que l'humanité, alors je l'ai mis entre guillemets parce que vous avez vu que de l'homme de Néandertal à nous, il s'est passé 3 minutes. Alors vous imaginez un jour plus tard, l'humanité, ça sera avec des guillemets, ça ne nous ressemblera plus vraiment. Enfin, ça sera nos descendants très lointains. Cette humanité sera le 2 janvier
déjà, sur toutes les planètes de notre galaxie. Alors là, bon, vous pouvez le contester, vous pouvez être d'accord. Alors oui, j'ai mis ici, vous êtes ici sur la figure originale, mais là maintenant c'est vous étiez ici, maintenant vous êtes partout. Et alors, maintenant, juste pour faire une remarque, mais l'humanité va se mettre à observer la dernière éclipse totale, c'est simplement parce que la Lune s'éloigne, à un moment donné elle va être trop loin, on ne pourra plus avoir d'éclipse totale. Et ça sera le 4 janvier à 15h, 6 minutes et 40 secondes. Plus d'éclipses visibles depuis la Terre. Mais on s'en fiche parce qu'on sera parti dans toutes les planètes de la galaxie, alors vous pensez. Et alors là, la fin du système solaire, elle est prédite pour le 1er avril, parce que c'est la date à laquelle le Soleil gonfle tellement qu'il va englober Mercure, Vénus, et peut-être commencer la Terre, ça sera limite, mais bon. Enfin, encore une fois, on sera parti depuis tellement longtemps que c'est même plus un problème. Et alors, c'est pour ça que cette extrapolation dans l'avenir du calendrier cosmique nous amène devant la question que se posait Enrico Fermi, mais où sont-ils? Et effectivement, imaginez que sur une seule, parce que maintenant on sait qu'il y a des planètes partout, il y en a pas des centaines de milliers ni de millions, il y a sans doute des milliards de planètes dans notre galaxie. Si sur ces milliards de planètes, quelque part, une seule fois s'est produit ce qui s'est produit sur Terre, avec seulement un jour d'avance dans le calendrier cosmique, ces gens-là seraient partout actuellement dans la galaxie en train de se promener sur toutes les planètes, et entre autres ici. Or, c'est pas évident. Et donc, la conclusion presque s'impose, c'est il semblerait que finalement nous sommes seuls dans l'univers. Alors on se dit, oh là là, c'est triste, quelle conférence lamentable, j'aurais mieux fait de pas venir, vraiment, j'ai perdu mon temps, qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Il y a un côté très positif à cette conclusion. Regardez, si nous survivons encore une seconde cosmique, c'est-à-dire 500 ans, disons, même, en fait, c'est même pas besoin de survivre une seconde, l'univers ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que si on survit une seconde cosmique, qu'on aura commencé à être sur plusieurs planètes de notre système solaire, c'est fini, on peut plus s'autodétruire, parce qu'on dit toujours, ah, l'autodestruction, la Terre va exploser, tout le monde va disparaître, ça sera fini. Non, si on est dans plusieurs endroits, on peut pas tout détruire en une fois, et par conséquent, la vie survivra définitivement, et un jour, la vie va se répandre, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter, et dès le 1er janvier de l'an 2, l'univers sera un univers vivant. Ça ne sera plus du tout le même univers que celui que nous connaissons. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se préparer, on est juste à ce tournant-là. C'est formidable. Alors il y a des tas de gens qui vont être contre, qui vont me dire oui mais c'est n'importe quoi, c'est des prédictions dans 1 million d'années, vous pensez si c'est pas fiable, ça je suis d'accord avec vous, déjà la météo vous avez vu à 4 jours c'est pas très fiable, mais enfin bon. Mais on peut contester, alors là j'ai tout un tableau. Peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est parce qu'on peut contester, il y a des contre-arguments, mais ils sont tous fragiles. J'ai essayé, beaucoup de gens ont essayé, je vous assure, ce paradoxe est incroyablement solide, donc peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais juste ce que je voulais faire, c'était finalement vous donner l'explication à ce rocher, parce que quand même c'est énervant, vous vous rendez compte, 3 conférences pour ne rien apprendre de nouveau? Eh bien ça, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a un vaisseau spatial avec des extraterrestres qui est venu, et qui a tiré le rocher, et qui est reparti, et personne ne l'a vu. Voilà. Alors la question, mais où sont-ils, hein? On est obligé de répondre. Et voilà.